Si je vous dis que le méchant de Jurassic World 3 était déjà présent dans le premier film Jurassic Park, vous trouvez ça étrange? Eh ben pourtant c'est vrai. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En effet, le troisième film Jurassic World est disponible dans les salles, l'occasion de vous retracer toute l'histoire de ses débuts à la toute fin, avec entre autres le monde d'après. Car oui, la particularité de ce troisième film, c'est que ça connecte réellement toute la saga, que ce soit les Jurassic Park et les Jurassic World. Mais comme évidemment le sujet est très complexe, on va vraiment aller à l'essentiel, pour aussi éviter que cette vidéo ne dure 4 heures. Par contre, je le précise au cas où, il va y avoir du spoil. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Avant même de parler de ce qu'il se passe dans les films, revenons là où tout a commencé avec le lore de Jurassic Park. C'est en 1975 que John Hammond et Benjamin Lockwood fondent la société InGen. Quelques temps après, dans les années 80, InGen commence sérieusement à travailler sur l'extraction d'ADN, le tout aidé entre autres par le docteur Henry Wu, qu'on reverra bien trop de fois. À ce moment-là, vers 1983, donc quand même quelques années après, les travaux d'un parc à San Diego commencent, mais ils seront finalement abandonnés en 1985 au profit d'un parc sur Isla Nublar. En 1993, les travaux s'achèvent et alors que le parc est sur le point d'ouvrir, la fille de Benjamin Lockwood visite enfin le parc. Scène que l'on peut voir via une image dans Jurassic World 3 où elle est justement devant la porte d'entrée avec écrit Jurassic Park. Bref, peu de temps après, même si c'est pas exactement clair sur la date précise, John Hammond et Benjamin Lockwood se séparent, étant officiellement en tout cas en désaccord sur le fait d'utiliser ou non le clonage humain. Et c'est toujours en 1993, donc encore une fois peu de temps après, que prend place le premier film Jurassic Park. Son créateur John Hammond fait venir une équipe de spécialistes pour évaluer les lieux et s'assurer qu'il est vraiment sûr avant son ouverture officielle au public. C'est là que nous ferons la rencontre du docteur Alan Grant, du docteur Elliot Sattler ou encore de Ian Malcolm. Mais alors que la visite commence sans accroc, arrivent deux problèmes. Déjà, une tempête tropicale débarque et oblige toute l'île à être évacuée, mais rajoutez aussi à ça Denis Nedry, qui payait pour récupérer des embryons à installer un programme pour éteindre tout ou presque tous les systèmes de sécurité du parc, ce qui va évidemment foutre un sacré bordel. Bon, la suite, vous la connaissez, les dinosaures s'échappent, c'est une tuerie, et au final notre fine bande arrive à quitter les lieux et ça en un seul morceau. Bon, ils sont pas tous là, mais la majorité les principaux, c'est le cas. Et voilà comment le premier film Jurassic Park se termine. On est maintenant quelques temps après tout ça où Ian Malcolm va tenter de dévoiler ce qu'il s'y est passé, rompant ainsi son accord de non-divulgation. Mais InGen va tout faire pour le discréditer, et notre fan de la théorie du chaos va se retrouver viré de l'université où il enseignait à ce jour. Ce qui n'empêchera pas qu'en 1997, entre les procès et aussi le fait d'avoir du mal à se remettre de la crise financière qu'a été Jurassic Park, InGen est proche de la faillite et décide donc de virer John Hammond du poste de PDG pour y mettre à sa tête Peter Ludlow. Son plan pour sauver l'entreprise est assez simple, ouvrir Jurassic Park San Diego. À ça, John Hammond est complètement contre et il se dit que si on a plus d'informations sur ces dinosaures, il serait peut-être plus facile de réclamer qu'ils restent loin de nous. Il incite ainsi Ian Malcolm à se rendre sur Isla Sorna où se retrouve déjà sa compagne Sarah Harding. Évidemment, j'ai très vite résumé, c'est bien plus complexe, mais on va aller à l'essentiel. Mais retenez qu'une fois arrivé sur place, InGen est déjà présent et capture des dinosaures. Et après moult péripéties et des hautes herbes aussi, un T-Rex arrive bien à San Diego et commence à terroriser et bouffer la population, révélant pour la première fois au grand public l'existence de ces créatures. Peu de temps après ces énièmes drames, c'est John Hammond qui décède et en 1998, Simon Masrani rachète InGen à ce jour en faillite. Et le tout, je le précise évidemment, dans l'idée de créer Jurassic World. Pour anecdote, c'est au même moment que commencent des expériences secrètes sur Isla Sorna afin de créer de nouvelles espèces, dont le Spinosaure, ce qui oui, va conduire à Jurassic Park 3. Cette fois, c'est Sam Neill en tant que Dr Alan Grant qui revient, et en manque de financement pour son projet, il va tomber sur Paul et Amanda Kirby qui lui promettent de financer entièrement ses recherches s'il leur propose une visite aérienne d'Isla Sorna, sauf que sans le savoir, il va se retrouver dans une mission de sauvetage afin de retrouver leur fils qui a disparu sur l'île. Ils y croiseront là un Spinosaure, l'une des créatures justement qui a été abandonnée en liberté sur l'île par InGen, et ça peu de temps avant. Et oui, mine de rien, tout se connecte. Alors je dis pas que c'était forcément pensé comme ça à l'époque, clairement pas, mais avec Jurassic World, ils ont eu une certaine volonté de tout connecter, et ça reste plutôt cool. Même s'il est vrai que certains éléments ne viennent pas forcément des films, mais de sites officiels par exemple, comme masraniglobal.com. Car oui, ce site existe, vraiment. Bref, concernant la fin de Jurassic Park 3, vous savez, quand on peut voir les ptéranodons quitter l'île, et bien sachez qu'ils ont bien atteint le continent, c'est canon, et qu'ils ont été tués par Vic Hoskins, personnage que l'on peut voir dans le premier film Jurassic World, et qui pour cette réussite se verra embauché à la tête d'InGen Security par Simon Masrani, qu'on retrouve là aussi dans Jurassic World. Pendant ce temps, vers 2003, les travaux sur Isla Nublar pour créer Jurassic World commencent sérieusement
Et je vous épargne les détails, mais pour anecdote, le temps des travaux pour des questions de sécurité, les dinosaures de Isla Nublar ont été transférés sur Isla Sorna, ce qui va conduire à une baisse énorme des dinosaures suite à un changement d'écosystème radical. Mais bref, dans tous les cas, le 30 mai 2005, voilà, ouvre enfin ses portes Jurassic World. Jusque là, tout va bien, enfin presque, en tout cas il y a du monde, l'argent coule à flot, mais en 2008, très bonne idée, le conseil d'administration de Masrani Corporation décide que pour attirer toujours plus de monde, il faut créer une nouvelle attraction, et comprenez par ça un nouveau dinosaure. Car oui, voir une espèce éteinte depuis des millions d'années, c'est déjà pas assez impressionnant. C'est là qu'entre en jeu de nouveau Henry Wu, qui aura donc l'autorisation de créer ce qu'il veut, et commence alors le projet Indominus Rex. C'est également en 2008, même si pour ces dates-là c'est pas forcément très précis, que la fille de Benjamin Lockwood décède. Soit mine de rien quelques mois après la vidéo tournée en 2007, que l'on peut retrouver entre autres dans Jurassic World 3. C'est là que notre personnage apprend qu'en fait, elle n'a pas été clonée par Benjamin Lockwood, mais par sa fille Charlotte Lockwood. Voulant un enfant, elle s'est clonée, voilà Maisie est née. Et non, la fille Lockwood n'est finalement pas morte dans un accident de voiture comme évoqué dans Fallen Kingdom, mais des suites d'une maladie génétique, dont Maisie a visiblement également hérité, sauf que pour la sauver, Charlotte a modifié son ADN, réglant le problème. Alors oui, je dois l'admettre, et n'hésitez pas en commentaire à partager votre avis, je préférais l'explication de Fallen Kingdom, de ce père désespéré de revoir sa fille, prêt à la cloner. Je vous ai probablement perdu, donc revenons-en à l'essentiel. En 2015, commencent les événements du premier opus Jurassic World, avec entre autres l'évasion de l'Indominus Rex et la destruction du parc. C'est également au même moment que commence la série animée Jurassic World, la colo du Crétacé. Je ne vous en parlerai pas spécialement parce que je ne l'ai pas vue, mais sachez qu'elle est canon et qu'elle est disponible sur Netflix, et qu'elle commence en même temps que Jurassic World et suit un groupe d'enfants qui ont gagné un concours leur permettant de visiter le parc, et ça sûrement au pire moment. Ils vont devoir alors trouver un moyen de s'échapper d'une île peuplée de dinosaures, et ça malgré leur jeune âge. Il est prévu que Jurassic World, la colo du Crétacé ait 5 saisons, et justement la saison finale est datée sur Netflix pour le 21 juillet. On passe ainsi pour continuer cette histoire en 2018 avec Jurassic World Fallen Kingdom. Les dinosaures ont repris le contrôle de Isla Nublar, oui, de nouveau, sauf que cette fois, une éruption volcanique est imminente et va tout détruire sur son passage. C'est là que Claire, qu'on a déjà vu dans Jurassic World, décide de sauver les dinosaures avec l'aide d'un ancien partenaire de John Hammond, Benjamin Lockwood. Oui, je pense qu'on a quand même pas mal abordé le sujet, vous devez voir qui c'est. Sauf que tout ça était évidemment sans compter les projets réels de Hayley Mills qui veut lui vendre des dinosaures pour se faire un maximum d'argent. Il veut aussi créer des dinosaures pour se faire encore plus d'argent. Il va ainsi demander au Dr Who, pas forcément celui que vous pensez, de créer de nouvelles espèces prêtes pour l'ordre et le combat, et voilà est créé l'Indoraptor. Bon après vu qu'il sera buté genre 2 heures après, on va pas forcément s'attarder sur ce sujet. Mais retenez quand même que le docteur Henry Wu a été embauché par InGen en 1986. C'est vraiment un personnage au cœur de la création des dinosaures, et ça depuis le début de l'histoire. On le voyait déjà dans Jurassic Park 1, et il est de retour dans le 3e film, en faisant d'ailleurs les mêmes erreurs qu'à l'époque. Alors certes apparemment il veut se rattraper sur la fin, en faisant au final plus ou moins la même erreur. Oh, tu sens quand même que c'est un scientifique un peu fou, hein. Dans tous les cas, Jurassic World Fallen Kingdom se termine sur la libération de dinosaures sur le continent, mais certains étant déjà partis en camion, ils sont également dans d'autres régions du monde. Sans oublier que la liberté de ces dinosaures, ça signifie aussi l'accessibilité pour beaucoup à la création génétique de ces espèces. Et ça c'est assez flagrant dans le 3e film. On rentre alors dans une nouvelle ère, celle de la cohabitation dinosaure-humain et de la création génétique. En revanche, pour ce qui est de la cohabitation dinosaure-humain, le parfait exemple, avant de parler du 3e film, c'est le court-métrage Big Rock. Il est disponible gratuitement sur YouTube, je vous mettrai le lien en description, et ça se déroule après les événements de Fallen Kingdom, et on y suit une petite famille campant dans un parc, mais la paisible escapade va se transformer en cauchemar quand un allosaure débarque. On a d'ailleurs une référence à cette scène dans Jurassic World Dominion, au tout début du film, lors du reportage. Regardez bien, vous verrez qu'à un moment il y a marqué Big Rock et qu'on voit justement un dinosaure s'attaquer à une caravane. Et ben c'est plus ou moins au même moment. Mais justement, parlons-en enfin de ce 3e film Jurassic World. Maintenant que les dinosaures sont en liberté, et ça en 2022, le gouvernement a donné la gestion de la crise à Biosyn. Ils ont ainsi créé un refuge au milieu des montagnes pour héberger un maximum de dinosaures. Sauf qu'au même moment, il y a aussi des nuages de criquets aussi gros qu'un chat qui déciment les champs agricoles et risquent d'affamer le monde. Sauf que comme par hasard, elles n'attaquent pas les champs utilisant des graines venant de Biosyn. C'est pourquoi le docteur Ellie Sattler, qu'on a vu donc dans Jurassic Park 1, mais aussi dans le 3e film, où on peut la voir notamment auprès de ses enfants et de son compagnon avec qui elle est maintenant séparée,
Elle mène l'enquête et va chercher le Dr Grant, son ami, vu là aussi dans Jurassic Park 1, mais également le troisième film, où il est le personnage principal. Ils se rendent ainsi chez Biosyn et y rejoignent Ian Malcolm, vu dans Jurassic Park 1 de nouveau, mais aussi le deuxième film. Au niveau du casting et des personnages, ce troisième opus Jurassic World agit finalement comme l'aboutissement, et les connexions sont donc nombreuses. En plus du casting originel qui était de retour, le film signe également le retour de Omar Sy, déjà présent dans le premier Jurassic World, même s'il est vrai que son utilité reste vraiment discutable. On y retrouve également les personnages de Fallen Kingdom comme Franklin et Zia. Par contre, la connexion que je trouve comme la plus importante personnellement, c'est par rapport au méchant, Lewis Dodgson, le PDG de Biosyn. Si ce personnage ne vous dit rien, sachez que c'est normal, mais en fait, dans les faits, on l'a déjà vu dans le premier film Jurassic Park. C'est lui qui, au début du premier Jurassic Park, demande à Dennis Nedry de voler des embryons de dinosaures. Alors effectivement, ce n'était pas le même acteur qu'à l'époque, ce dernier étant envoyé en prison pour des agressions, mais passons. Retenez juste que ce personnage est exactement le même qu'à l'époque, d'où d'ailleurs la référence avec la mousse à raiser par exemple. Et tout comme Dennis Nedry, il sera également tué par des dilophosaures, histoire de boucler la boucle. Voilà mon explication de la saga Jurassic Park et Jurassic World, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez justement découvert des choses avec moi. Notamment par rapport au méchant, avez-vous fait la connexion entre celui-là et celui du premier Jurassic Park? Franchement, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.